On a déjà tous regardé l'un des films à succès de James Wan, le réalisateur des fameux films des dossiers Warren qui nous ont tous fait frissonner grâce à leurs histoires sombres de fantômes, de démons et de possessions. Mais est-ce que vous connaissez la vraie histoire de Conjuring 1 ? Si vous ne la connaissez pas, asseyez-vous et laissez-moi vous expliquer l'histoire de la famille Perron. L'histoire commence en 1680 lorsque le colon John Smith établit une ancienne plantation à Harrisville dans le Rhode Island. Elle sera par la suite vendue à Roger Williams. Il faut savoir que cette maison, avant d'être une maison, c'était une ancienne ferme. Avant d'être vendue à Roger Williams, elle était vraiment immense. Elle était construite sur un terrain de 800 mètres carrés. Elle comprenait 10 pièces et une grange. Donc c'était pour vous dire que vraiment c'était immense. En 1970, Roger et Caroline Perron, les deux parents de la famille Perron, ils décident d'acheter cette maison. Ils ont toujours rêvé d'avoir une grande maison afin de pouvoir y éduquer leurs 5 enfants. Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April. Ils vont dire plus tard que la maison, elle était éloignée de toute civilisation. Elle était en pleine forêt, pleine campagne, je sais pas vraiment ce que c'était. Et que ça allait permettre aux enfants de vivre et d'être éduqués en toute liberté. Pendant le déménagement, c'est là où la famille Perron va commencer à avoir les premiers indices de là où ils ont mis les pieds. Tout le monde met la main à la pâte. Les plus petits portent les plus petits cartons pour pas que ce soit trop lourd pour eux, tandis que les grands s'occupent de porter les grands cartons et les meubles. Quand soudainement, le propriétaire de la maison, en déposant les clés à l'entrée de la maison, dit à la famille Perron, tout en reculant de cette dernière, de laisser les lumières allumées pendant qu'ils dorment. Au départ, rien d'alarmant. Enfin, pour eux. Plusieurs esprits se manifestaient, mais au fil du temps, la famille Perron se rend compte que ces esprits n'ont rien de maléfique, au contraire, ils sont même inoffensifs. Un premier esprit laissait une odeur de fleurs, un autre embrassait chaque soir les filles avant qu'elles aillent dormir, et parfois la famille Perron entendait le bruit d'un balai. Et lorsqu'un des membres de la famille se dirigeait vers le balai, ce dernier n'était plus à sa place, et un petit tas de saleté attendait au milieu de la pièce d'être jeté à la poubelle. Cependant, d'autres esprits étaient moins inoffensifs. Le spectre d'une petite fille vêtue d'une robe en velours vert empêchait la famille de dormir en criant pendant des heures. Pendant une nuit, Cindy, qui est l'une des filles de la famille Perron, part rejoindre sa grande sœur Andrea dans sa chambre en pleine nuit en lui disant « J'ai entendu quelqu'un me chuchoter à l'oreille, il me répétait la même chose, qu'il y avait 7 soldats morts dans les murs. » Faut savoir qu'il y a encore d'autres esprits, ça fait beaucoup d'esprits, je sais, qui claquaient, fermaient ou bloquaient les portes pour les personnes qui comptaient sortir ou entrer dans des pièces. Et enfin, il y a un dernier esprit qui, selon toute la famille, était le plus maléfique, une créature bien plus malveillante qui s'en prenait principalement à Caroline, la mère de la famille Perron. Cette dernière, Caroline Perron, elle avait effectué des recherches et elle pensait que c'était Bathsheba Sherman, une femme soupçonnée de sorcellerie ayant habité dans la maison au 19e siècle et qui a mis fin à ses jours en se pendant à un arbre derrière la grange. Née en 1812, Bathsheba épouse Johnson Sherman le 10 mars 1844. Elle était femme au foyer et son mari travaillait comme fermier. En 1849, ils ont leur premier enfant, Herbert Sherman. D'après la légende, tout le village pensait que Bathsheba c'était une sorcière qui faisait des sacrifices, etc. Et leurs doutes, ils sont encore plus confirmés lorsque l'enfant de Bathsheba, il est décédé. Après une analyse du corps de l'enfant de Bathsheba par un médecin, le médecin, il a découvert qu'il y avait un énorme trou dans le crâne de l'enfant et que ce trou, il avait été fait par une aiguille à coudre. C'est ce qui a par la suite entraîné la mort de l'enfant. Donc dès que ce rapport a été livré aux yeux du grand public, des rumeurs ont commencé à apparaître comme quoi Bathsheba, elle avait offert son enfant en sacrifice à Satan. Autre détail très important, Bathsheba, elle a eu 3 enfants, mais aucun de ces 3 autres enfants a vécu au-dessus des 7 ans. Et autre détail, aucun de ces enfants n'était mentionné dans les archives du recensement. Donc ces enfants, ils n'existaient tout simplement pas. À sa mort, le 25 mai 1885, un officier de police écrit dans un rapport: Je n'ai jamais rien vu de semblable, le corps émacié de Bathsheba avait l'air pétrifié, comme si elle s'était littéralement transformée en pierre. Selon les témoignages, le fantôme de Bathsheba n'avait rien d'un humain passé. Son visage était semblable à une ruche d'abeilles, desséché, recouvert de toiles d'araignée, et de la vermine rampait dans la crevasse de sa peau ridée. Sa tête était ronde et grisâtre, et elle penchait d'un côté comme si son cou avait été brisé. L'odeur du mal flottait dans la pièce où son fantôme apparaissait. Roger, plus tard, il va témoigner qu'à la cave de cette maison, il y avait la chaudière qui permettait de réchauffer toute la maison et que tout le monde détestait aller dans la cave, que ce soit pour réparer la chaudière ou pour autre chose. Sauf que Roger, tel l'homme de la maison, il se doit d'aller réparer cette chaudière qui est souvent cassée.
Et à chaque fois qu'il part la réparer, il sentait directement une présence glaciale et puante autour de lui. Il savait que c'était Bathsheba. Parfois, pendant que Roger réparait la chaudière, cette dernière lui caressait doucement le cou et lui faisait courir ses mains dans le dos. Elle semblait apprécier Roger, mais elle haïssait sa femme et voulait la voir partir. Un matin, Caroline, elle se réveille avant l'aube et au moment de se réveiller, elle aperçoit dans le coin de sa pièce, au pied de son lit, une forme grisâtre très étrange. Elle va témoigner plus tard que c'est la tête d'une vieille femme qui pendait sur le côté sur une vieille robe grise. Soudainement, cette vieille femme dit à Caroline « Pars, va-t'en, je vais te conduire à la mort et à la tristesse. » En 1970, lors des événements paranormaux qui ont lieu dans la maison de la famille Perron, Ed et Lorraine Warren, à ce moment-là, ils sont très connus dans toute l'Amérique et ils vont faire une conférence dans une sorte d'école afin de parler de toutes leurs expériences. Et au moment où la conférence se finit, Ed et Lorraine Warren, ils sont interceptés par les voisins de la famille Perron qui vont leur demander de venir en aide à une famille très rapidement. Quelques jours plus tard, Ed et Lorraine Warren, après une longue réflexion, décident de se rendre à la maison des Perron avec toute leur équipe. Ces derniers les accueillent et les font rentrer dans la cuisine. Soudainement, Lorraine prend la parole. « Je ne me sens pas bien, je sens une présence très sombre ici. » D'après Lorraine, la sorcière avait offert le plus jeune de ses enfants en sacrifice à Lucifer et avait aussi effectué d'obscurs sacrifices avant de se pendre, espérant demeurer éternellement dans la maison pour hanter et maudire toutes les personnes qui vivront à l'intérieur de cette dernière. L'efficacité de cette malédiction s'était confirmée dans le livre noir de Burrillville, un ancien livre des dossiers publics de la ville où une multitude de tragédies avaient été notées, dont 2 suicides par pendaison, un suicide par le poison, le viol et l'assassinat d'une fillette de 11 ans, 2 noyades dans un ruisseau près de la maison, ainsi que la pendaison d'une vieille femme au chevron dans la grange. Une nuit, alors que Lorraine Warren tentait de communiquer avec les esprits, Caroline Perron, elle se retrouve soudainement possédée par l'esprit de Bathsheba. Andrea et Cindy, les 2 filles de la famille Perron, avaient assisté à toute la scène car elles s'étaient cachées pour pouvoir observer ce qui se passait et elles vont témoigner plus tard que ce qu'elles ont vu, ça les a complètement terrifiées. En voyant tout ça, j'ai pensé que j'allais m'évanouir et que ma mère ne survivrait jamais aux attaques de cet esprit. Ma mère a commencé à parler une langue qui n'était même pas de ce monde avec une voix qui n'était pas la sienne. La chaise sur laquelle était assise ma mère lévitait et se projetait à travers la pièce. L'exorcisme, il dure toute la nuit jusqu'au moment où la situation, elle commence à devenir complètement incontrôlable. Le corps de ma femme était complètement déformé et ça pendant plusieurs heures. C'est ce que va raconter Roger, le père de la famille Perron. Faut savoir que juste après que l'exorcisme soit fini, Roger et Caroline Perron, ils vont immédiatement virer Ed et Lorraine Warren de chez eux parce qu'ils vont penser que, en fait, depuis leur arrivée, c'est là où tout a commencé à partir en cacahuète. Ce que j'ai vécu était terrible. Même si les intentions des Warren étaient louables, tout a vraiment dégénéré lorsqu'ils ont mis les pieds dans la maison. L'exorcisme fini, au final plus de peur que de mal, la famille Perron va habiter dans cette maison près de 5 ans parce qu'ils vont pas avoir assez d'argent pour déménager et au bout de ces 5 ans, ils vont déménager en Géorgie et il faut savoir que rien ne va les suivre. En 2014, Andrea raconte l'histoire de sa famille dans le livre House of Darkness, House of Light, The True Story. Il faut savoir qu'il y a aussi une deuxième version de l'histoire par rapport à Bathsheba. Comme je vous l'ai dit, des gens de son village pensaient que c'était une sorcière. Même Lorraine, quand elle arrivait dans la maison, elle pensait que Bathsheba était une sorcière qui avait tué ses enfants pour Satan. Mais il y a une version bien plus cool de Bathsheba qui dit que Bathsheba c'était une femme complètement normale. C'est une femme au foyer ayant vécu au 19e siècle avec son mari. 3 de ses 4 enfants décèdent très jeunes, mais aucune mention de suicide, de sacrifice ou de meurtre, etc. sont relatés par la police ou les médecins. Et Bathsheba, elle décède en 1885 suite à une crise cardiaque. J'ai toujours aimé les histoires des Warren, savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais est-ce réel ? Est-ce le reflet de la réalité ou alors de la fiction montée de toutes pièces ? En tout cas, leurs histoires sont incroyables. Mais sont-elles bâties sur des mensonges ou sur de faits réels ? Mais ça, on pourra le découvrir uniquement dans les prochains épisodes de l'Histoire d'eux.